Bonjour à tous, bienvenue à cette journée de rencontre famille, cliniciens, chercheurs autour des mutations dans le gène trio. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Amélie Piton, je suis généticienne moléculaire au CHU de Strasbourg. Je vais co-animer le début de cette journée avec le professeur Anne Deban, qui est connecté ici. Donc, vous voyez sa caméra, c'est la seule qui est allumée. Qui travaille à Montpellier et nous allons commencer les présentations avec, donc on a la chance d'avoir, au moins pour cette première partie d'après-midi, le docteur Willems de Montpellier qui a aussi sa caméra allumée et qui peut vous faire un petit coucou. Voilà, et donc on va débuter une présentation avec elle. Alors, j'essaye de partager mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose à mon écran ou pas? Parce que moi, je me vois en tout petit. Ok. Du coup, bonjour à tous. Ah, alors là, je vois plus du tout le chat, mais j'essaierai d'arrêter un petit peu après. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte, en fait, ces réunions, aujourd'hui, on se réunit autour des mutations du gène trio, mais en fait, c'est pas la première réunion où on essaye de réunir à la fois des chercheurs qui travaillent sur un gène, des cliniciens qui connaissent un petit peu des patients qui ont des mutations dans ce gène-là, et les familles qui sont touchées par les mutations dans ce gène-là. Et donc, alors pourquoi on a voulu lancer ce genre de réunion? C'est parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de gènes qui, quand ils sont mutés, on vous en parlera un petit peu dans la présentation après, peuvent conduire à un trouble du neurodéveloppement. Et donc, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais juste pour vous montrer qu'il y a plus d'1 millier de gènes qui ont été impliqués dans ces troubles du neurodéveloppement. Donc, ça veut dire que chacun de ces gènes, au final, vont être mutés dans un nombre de familles assez restreint. Et on en reparlera aussi, mais l'avancée de toutes les technologies un petit peu de séquençage de l'ADN qui ont permis d'identifier de plus en plus de mutations, ont permis d'identifier de plus en plus de gènes impliqués et d'avoir de plus en plus de familles qui sont mutées dans le même gène. Et c'est vrai que pour ces gènes qui ont été identifiés récemment, comme le gène trio, on a un petit peu, les familles ne se connaissent pas forcément entre elles et on avait seulement quelques cas au départ de personnes avec mutation dans ce gène-là. Ça grandit un petit peu, mais on s'est dit que ça pourrait être important d'organiser ce genre de rencontres qui ont un but à la fois pour les familles d'éventuellement se mettre en contact et aussi pour les personnes qui travaillent sur le gène de rencontrer les familles, de pouvoir expliquer ce qu'ils font comme recherche aux familles avec aussi un regard clinique, un clinicien qui connaît un petit peu la forme en fait génétique dont on parle. Et donc, du coup, on a organisé d'autres journées. Donc, au cours de l'année 2021 et 2022, vous voyez, il y a d'autres noms de gènes pour lesquels il y a eu ce genre de réunions également, qui regroupaient aussi des chercheurs, des cliniciens et des familles, et puis aussi des aidants ou des soignants qui interviennent dans le parcours de soins des individus. Donc la journée d'aujourd'hui, l'après-midi d'aujourd'hui, elle est dédiée donc, au gène trio. Nous l'avons co-organisée avec ma collègue Anne Deban, qui est directrice de recherche au Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier, qui travaille sur le gène trio depuis de nombreuses années et qui vous parlera un petit peu de toute la recherche qu'elle fait là-dessus et qui a beaucoup permis d'avancer et de mieux comprendre aussi l'effet des mutations qu'on identifie par séquençage dans ce gène-là. Donc elle vous présentera cette partie-là à la fin de l'après-midi. Donc moi-même, je me suis déjà présentée et puis tout ça a été possible avec la coordination de la chargée de mission de la filière de santé Andirard, Gwendoline Dio, que vous voyez aussi également, et c'est elle qui vous a envoyé aussi tous les mails d'inscription avec le programme, etc. Donc merci beaucoup à elle pour toute cette organisation. Alors juste un petit mot sur le programme. Donc on va commencer par vous faire une présentation donc avec ma collègue le docteur Willems, qui est généticienne clinicienne à Montpellier et qui suit plusieurs familles atteintes de mutations dans le gène trio et qui connaît bien ce gène. Et donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu à la fois le tableau clinique et les types de mutations qui sont identifiés et un peu comment on a identifié les mutations dans ce gène-là. Donc, on va commencer, nous, toutes les deux là-dessus. Sachant que toute la partie un petit peu l'effet des mutations sera traitée par le professeur Deban en fin de journée. À 14h, on aura une présentation de la Team Trio. Alors ça, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une association qui a été créée justement autour des mutations du gène trio au niveau international. Et il y a une petite vidéo, ils ont fait une petite vidéo de présentation de cette association qui a été donc sous-titrée en français. Par Gwendoline, merci beaucoup. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'association et pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous présenter ça.
Ensuite, on aura une présentation d'une autre chargée de mission, toujours de la filière de santé Andirard, qui s'appelle Juliette Lachronique et qui vous expliquera un petit peu comment constituer ou rejoindre une association de famille. Donc ça peut être important justement pour ces formes où il y a très peu de familles qui vont être concernées en France ou même parfois dans le monde, soit décider de faire une association, soit d'en rejoindre une. Et donc du coup, elle pourra expliquer un petit peu tout ça, les démarches à suivre, à quoi ça sert aussi de se constituer en association de famille. On aura ensuite une présentation de ma collègue Pauline Burger qui travaille à Strasbourg également et qui elle est chef du projet Genida et qui est une base de données où en fait les familles peuvent entrer des informations cliniques sur leurs proches qui est atteint d'une mutation dans le gène trio et dans toutes sortes d'autres gènes qui sont impliqués dans ces maladies neurodéveloppementales. Et donc l'idée c'est de pouvoir agréger comme ça des données importantes pour pouvoir mieux caractériser et mieux comprendre les différents syndromes génétiques. Donc elle va vous présenter un petit peu ça. Malheureusement, il y a encore très peu de patients qui ont rempli pour le gène trio. Je crois qu'il y avait 5 familles ou peut-être 7 familles, donc on n'a pas pu vraiment extraire les données et vous présenter les données parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt statistique quand il n'y a que 5 familles, mais elle vous présentera comment marche la base de données. Et puis enfin, on aura la présentation de Anne Deban sur la recherche sur le gène et la protéine trio, donc sur tout ce qu'elle fait dans son équipe de recherche, peut-être aussi également ce qui est fait à l'étranger aussi sur ce gène. Et on aura un petit temps d'échange et de questions, sachant que du coup, pour tout ce qui est questions cliniques, je vous inviterai à peut-être plutôt les présenter dans la première présentation qu'on va faire avec le docteur Williams parce qu'elle ne pourra pas forcément rester pendant toute l'après-midi. Et donc, du coup, voilà, on a la chance de l'avoir au début. Donc, s'il y a des questions plutôt d'ordre clinique, il faut profiter de ce moment-là pour les poser. Donc, du coup, avant de rentrer un petit peu dans les mutations, on a commencé ici à mettre une petite diapositive de rappel un petit peu sur le cerveau. Finalement, c'est quoi le cerveau? Alors, c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même un ensemble de cellules qui s'appellent les neurones qui communiquent entre elles et échangent de l'information entre elles. Et donc, on a d'autres types cellulaires, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va rester ici autour du neurone parce que vous allez voir que la protéine trio est une protéine qui joue un grand rôle dans cette mise en contact, ce développement de la mise en contact entre les neurones et la transmission de l'information. Donc, vous avez ici deux neurones qui vont s'échanger une information au travers de ce qu'on appelle la synapse ici, qui peut être représentée au niveau d'une comparaison par une rivière, par exemple, qui va permettre de transmettre de l'information d'un premier neurone qui serait sur une berge à l'autre neurone qui serait la deuxième berge, en envoyant des petites vésicules, donc ça pourrait être des petites barques avec une information précise. Et donc, ce transfert d'informations entre neurones, il est essentiel pour le fonctionnement du cerveau, le bon fonctionnement du cerveau. Et on sait que la protéine trio, et Anne Deban reviendra là-dessus dans sa présentation, est très importante à la fois pour le développement de ces connexions entre neurones, mais c'est aussi pour le fonctionnement de ces transmissions de l'information entre les neurones. Alors, donc si quelque chose, donc il y a différentes étapes assez importantes pour le bon développement du cerveau qui vont permettre son bon fonctionnement par la suite et qui sont alors schématisées ici de façon un peu grossière. C'est des étapes où les cellules souches du cerveau vont proliférer, puis ensuite elles vont se différencier en neurones justement, et enfin établir des synapses entre elles, se mettre en contact les unes avec les autres pour former des réseaux de neurones. Et on sait que si quelque chose arrive et altère une de ces étapes importantes du développement du cerveau, ça peut être dû à une mutation génétique ou alors à une cause environnementale, on peut avoir à la fin un cerveau qui va du coup avoir un développement un petit peu altéré et un fonctionnement ensuite qui sera altéré. Et donc c'est ce qu'on appelle les maladies neurodéveloppementales ou les troubles du neurodéveloppement, qui sont donc les conséquences d'une anomalie qui est survenue au cours du développement du cerveau. Alors, ça regroupe tout un grand ensemble finalement de troubles qui inclut par exemple les déficiences intellectuelles, les troubles du spectre de l'autisme, aussi des formes d'épilepsie, ou même on trouve d'autres pathologies type la schizophrénie qui peuvent rentrer dans ce cadre des maladies du neurodéveloppement. Et donc voilà pour les maladies neurodéveloppementales, juste un petit focus sur le génome humain pour qu'on puisse parler un petit peu des mutations et ensuite des mutations dans le gène trio. Donc là, vous avez une représentation du génome humain qui est constitué de 46 paires de chromosomes. Et à l'intérieur des chromosomes, si on zoome un peu et qu'on dissèque, on a des gènes. Donc on a 25 000 gènes en tout qui sont répartis sur l'ensemble des chromosomes et qui sont autant d'informations
importante pour pouvoir fabriquer des protéines qui vont permettre aux cellules de fonctionner, et notamment dans les cellules qui nous intéressent ici, aux neurones, de bien pouvoir fonctionner et de bien pouvoir échanger de l'information entre eux. Alors, une représentation de ce génome humain, ça serait une encyclopédie avec 46 tomes, par exemple, et dans chacun des tomes, on va avoir plein d'informations, donc plein de gènes, donc plein de chapitres différents. Et vous savez peut-être que ce génome humain, il est codé par seulement 4 lettres, qui sont les lettres A, T, G et C, et dont l'ordre va définir finalement toute la fabrication des protéines qui vont servir aux cellules pour fonctionner, et donc au corps pour fonctionner. Donc, on sait maintenant qu'on a des gènes. Parmi ces 25 000 gènes, on va avoir des gènes qui sont importantes pour les différentes étapes du bon développement du cerveau. Et donc, si on a une mutation dans un de ces gènes qui est très important pour la prolifération, la différenciation en neurones, l'établissement des contacts entre les neurones et leur fonctionnement, une conséquence d'une mutation dans un de ces gènes peut faire que le cerveau ne va pas se développer complètement correctement et donc va fonctionner d'une façon différente une fois qu'il est développé. Et donc, parmi ces 25 000 gènes qu'on va avoir dans le génome humain, on sait maintenant qu'il y a plus de 1000 gènes qui, quand il y a une mutation qui va affecter leur fonction, peuvent conduire à altérer le bon développement et le bon fonctionnement du cerveau. Donc, ça fait vraiment un grand nombre de gènes, et donc Trio est un de ces gènes. Alors, je voulais vous dire un petit mot sur les analyses génétiques, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez tous eu un résultat génétique qui vous disait qu'on avait identifié quelque chose dans le gène Trio chez votre proche. Et donc, quels sont les types d'analyses génétiques qu'on fait? Alors, si on reprend l'exemple du livre, donc on a un livre qui représente finalement toute l'information du génome des personnes, hein, qui pour être représenté, chaque tome serait un chromosome. Dans chaque tome, on va avoir des chapitres qui vont être les gènes qui vont nous intéresser. Et dans chaque chapitre, on a des régions spécifiques des gènes qui sont les régions, on va dire, importantes ou intéressantes qu'on appelle des exons, qui pourraient finalement être représentés sous forme, on peut dire que c'est des mots. Et dans chaque mot va être formé de lettres et ces lettres vont avoir des fonctions plus ou moins importantes. Ce qui veut dire qu'on va avoir des mutations, on va avoir des changements de lettres dans cette information génétique. Certaines ne vont pas avoir de conséquences et certaines vont avoir une conséquence importante puisqu'elles vont faire que la protéine qui est normalement fabriquée à partir de cette information ne va pas fonctionner correctement. Donc, si on reprend ici le génome humain, donc vous voyez les chromosomes. Alors, il y a des études qui peuvent être réalisées au niveau des chromosomes en particulier, qui vont regarder la structure des chromosomes ou ce genre de choses. Et on peut aussi aller à une autre échelle où on va regarder vraiment l'information des différents gènes. Et donc, c'est ce qui a été fait, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et donc, on va faire ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire qu'on va lire chacune des lettres de ces gènes pour essayer de voir si ça correspond à ce qu'on connaît être la séquence de référence pour ce gène, ou est-ce qu'il y a une variation, une différence chez l'individu qu'on analyse, et est-ce que cette variation, cette différence peut expliquer finalement la maladie dont il souffre. Alors, les différents types d'analyses qu'on fait, donc la première, c'est soit on a une idée du gène qui peut être muté chez un individu, et donc on va juste regarder les régions importantes de ce gène-là. Et c'est ce qui est fait longtemps, jusque dans les années 2012, en fait, on était vraiment limité à ce type d'analyse au niveau technologique, parce qu'on ne pouvait pas lire beaucoup de lettres de l'ADN. Et puis, on a une révolution technologique qui est arrivée dans les années 2010-2012. Et donc, à partir de 2013, on pouvait proposer aux patients qui souffraient d'une maladie neurodéveloppementale une analyse de plusieurs gènes en même temps, donc des régions importantes de plusieurs gènes en même temps pour essayer de chercher une mutation génétique qui pourrait expliquer leur maladie. Et puis enfin, plus récemment, on a maintenant la possibilité d'analyser carrément l'ensemble de tout le génome, c'est-à-dire de lire toutes les lettres, c'est-à-dire tous les 46 tomes qu'on a pu présenter, et de regarder toutes les différences qu'on va avoir pour un individu par rapport à une séquence de référence. Et donc, c'est ce qui est utilisé maintenant, on va dire depuis 2020. Un patient souffrant d'un trouble du neurodéveloppement peut avoir accès à cette technologie qui est le séquençage de l'ensemble du génome. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, on identifie de plus en plus, grâce à cette avancée technologique, on identifie de plus en plus de mutations, et c'est pour ça que les mutations dans le gène Trio, finalement, ont été identifiées de façon assez importante ces dernières années, alors que c'était un gène qui restait quand même assez inconnu, on va dire, il y a 10 ans, quoi. Donc, revenons un petit peu sur l'histoire de l'identification de ce gène Trio dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, pendant longtemps, c'est resté un gène candidat. Donc là, vous voyez quelques articles où on montrait que
on trouvait des choses dans le gène trio, notamment en 2014. En fait, ils avaient séquencé, donc analysé la séquence, une grande partie de la séquence du génome d'individus qui présentaient des troubles du spectre autistique. Et pour plusieurs, ils trouvaient quelque chose, une anomalie, un changement de lettre dans le gène trio qui pourrait potentiellement être intéressant. Mais il n'y avait pas vraiment de preuve que ce gène était, quand il était muté, conduisait à un trouble du neurodéveloppement. C'est juste, voilà, il y avait l'air d'avoir plus de mutations chez ces patients qui avaient des troubles du spectre autistique que d'autres. Et donc du coup, suite à ça, il y a eu d'autres études qui ont été entreprises. Et donc, c'était un bon gène candidat, mais il n'y avait pas forcément encore de preuves qu'il était impliqué dans les troubles du neurodéveloppement. Suite à ça, en 2016, il y a 2 papiers assez importants qui sont sortis et qui ont rapporté pour la première fois, avec certitude, que des mutations dans ce gène trio pouvaient conduire à une manifestation particulière, à un trouble du neurodéveloppement particulier que je vais vous décrire ici. Donc, ces 2 papiers qui sont sortis la même année. Le premier dit que des pertes de fonction dans le gène trio sont associées à une déficience intellectuelle légère et affectent aussi la mise en place et le fonctionnement des synapses. Et le deuxième qui dit aussi que des mutations spécifiques d'un domaine particulier de la protéine codée par le gène trio causent une déficience intellectuelle avec microcéphalie, donc taille de la tête plus petite que la normale. Et donc, alors il y a eu d'autres papiers qui sont sortis en 2017 qui enfoncent un peu le clou en disant qu'effectivement des mutations dans ce gène causent un trouble du neurodéveloppement, donc caractérisé par, à l'époque, ce qui était défini, c'est une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre de l'autisme, une microcéphalie, donc réduction du périmètre crânien inférieur à la normale, des traits du visage un petit peu particuliers qui faisaient qu'ils ressemblaient pas forcément à leurs frères et sœurs, mais qui se ressemblaient plus entre eux, des anomalies dentaires ou des anomalies osseuses. Donc là, on était en 2016. Et donc, c'est la première fois qu'avait été vraiment caractérisé et impliqué de façon sûre ce gène dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, voilà la protéine qui est codée par le gène trio. Donc, c'est une très, très grande protéine. Alors, donc, l'ADN va permettre de fabriquer une protéine et chaque couplet chaque trio de 3 lettres sur l'ADN va donner un acide aminé, donc une unité de la protéine en particulier. Et donc, ce gène trio, c'est un très grand gène et la protéine qui est fabriquée à partir de ce gène est également très grande puisqu'elle fait 3097 acides aminés. Alors, vous voyez ici différents domaines fonctionnels. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est le professeur Deban qui va vous présenter un petit peu le rôle des différents domaines et les mutations qui sont trouvées dans les différents domaines. Mais juste pour vous montrer que, voilà, finalement, alors, elle n'est pas complètement à jour cette diapo, mais il y a quelques années, voilà toutes les mutations qu'on a pu retrouver chez des patients qui souffraient de troubles du neurodéveloppement dans le gène trio. Donc, vous voyez qu'il y en a un petit peu dans tous les domaines, beaucoup dans ce domaine-là qui est présenté en orange, mais qui a différents types de mutations dans différents domaines. Alors, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ce nom barbare, en fait, ces noms de mutation. Donc, je vous ai donné juste 2 exemples de comment on interprète finalement le nom d'une mutation génétique qui a été identifiée. Donc, peut-être que sur vos rapports d'analyse génétique, vous avez ce genre d'informations. Donc, juste pour vous expliquer brièvement, en fait, le P point, ça veut dire qu'on parle de ce qui se passe au niveau de la protéine. Et donc, on est plus sur l'ADN, on est sur la conséquence de la mutation qui est sur l'ADN sur une protéine. Donc, le P point, il référence la protéine. Et on nous dit à quelle position on est sur la protéine. Donc 787, ça veut dire qu'on touche l'acide aminé 787 sur les 3097 au total. Et là, cette nomenclature, donc P.GLN 797 étoile, ça veut dire que à la position 797, vous avez normalement un acide aminé qui s'appelle GLN, en fait c'est l'abréviation pour glutamine, et que chez ce patient, la mutation sur l'ADN qu'il a donne pour conséquence que cette glutamine en position 787, elle va être transformée en un signal d'arrêt pour la fabrication de protéines. Donc, on va avoir un stop. La protéine, au lieu d'aller jusqu'à 3097 acides aminés, elle va s'arrêter à 787. Donc, bien avant. Donc, elle va perdre toute une partie de ces domaines qui sont importants pour sa fonction. Autre exemple, c'est que vous pouvez avoir ici des mutations où là, la protéine ne s'arrête pas, mais par contre, on va avoir un changement d'un acide aminé. Donc ici, on a une arginine en position 1078. On retrouve toujours P point pour nous indiquer qu'on regarde sur la protéine. Et à la place d'avoir une arginine, on va avoir un tryptophane dans cette position. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, généticiens, d'interpréter ce genre de variation parce que parfois, les 2 acides aminés sont assez proches et donc ça ne va pas avoir de conséquences sur la fonction de la protéine. Et parfois, ça va empêcher, c'est des acides aminés qui vont être un peu différents et ça va empêcher la protéine de faire correctement son action et donc ça va avoir un impact et donc ça peut être impliqué dans une maladie neurodéveloppementale. Donc voilà un peu l'explication des différents types de mutations que vous pouvez avoir.
Donc, si vous voulez regarder sur vos rapports pour voilà, mieux comprendre, vous avez sûrement normalement cette nomenclature qui vous avait été indiquée. Alors, on a d'autres types de mutations que je ne vous ai pas mis, c'est des délétions plus importantes. Donc, vous pouvez avoir des délétions d'une partie du gène ou même du gène en entier. Donc, il y a peut-être certaines familles, j'ai l'impression d'avoir vu sur le chat que certaines il y a eu une mutation plus large, donc une délétion du gène qui a été identifiée. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que sur le chromosome, tout le gène n'est pas présent, enfin le gène n'est pas présent et donc du coup on ne peut pas fabriquer de protéines à partir de ce chromosome-là et donc de cette copie du gène-là. On a tous 2 copies de chaque gène pour fabriquer des protéines, mais s'il y a une copie qui manque, ça veut dire qu'on ne va pas fabriquer assez de protéines au final et donc ça va altérer la fonction globale donc au niveau des synapses par exemple. Alors, pour vous montrer un petit peu comment a été avancée la compréhension des différentes mutations dans le gène trio et surtout de ce qu'elles font. Donc, ça a été un travail collaboratif qui a été initié par Anne Deban et Suzanne Schmidt, donc qui travaillent toutes les deux dans la même équipe à Montpellier, l'équipe de recherche, et qui s'intéressent à la fonction de la protéine trio depuis de nombreuses années. Et qui se sont dit, qui ont vu des papiers qui sortaient sur un petit peu des mutations dans ce gène-là chez des patients avec des maladies neurodéveloppementales. En parallèle, nous, c'est vrai qu'on identifiait, en faisant notre séquençage d'ADN chez différents patients, on identifiait des mutations du gène trio et on savait que c'était un bon candidat, mais on ne savait pas forcément trop quoi en faire et il y en avait plein qui avaient des effets différents, comme je vous ai montré sur la diapositive tout à l'heure. Et donc, ce qui a permis d'avancer un petit peu pour comprendre l'impact, c'est un travail collaboratif à la fois au niveau français. Donc, on a participé, le docteur Willems, moi-même, Anne Deban et Suzanne Schmidt, pour essayer de voir un petit peu les différentes mutations qui avaient été identifiées chez les familles françaises. Et puis, il y a eu aussi un travail international avec le docteur Diana Barral qui travaille au Royaume-Uni et qui a permis d'identifier aussi d'autres patients au Royaume-Uni et aussi aux Pays-Bas et d'avancer un petit peu et de mieux comprendre en fait finalement ce qu'on appelle la corrélation génotype-phénotype, c'est-à-dire quel est le type de mutation est associé à quelle manifestation clinique. Et vous allez voir que pour Trio, c'était important parce qu'on va avoir finalement deux grandes maladies finalement qui vont être associées aux mutations du gène Trio en fonction de ce que la mutation fait sur la protéine Trio. Donc on reviendra là-dessus après. Donc cette collaboration a permis ce papier qui est sorti en 2020 et qui rapporte donc différentes mutations dans le gène trio et qui dit, là vous voyez, un effet différent de ces mutations qui vont avoir un effet différent sur une protéine qui est influencée par la protéine trio qui s'appelle RAC1 et qui vont être associées à 2 maladies neurodéveloppementales un petit peu différentes qui n'ont pas les mêmes manifestations cliniques. Alors juste, je voulais vous illustrer ici, parce que je ne sais pas si toutes les familles sont présentes, mais juste pour vous montrer un petit peu, finalement, là c'est le nom des cliniciens qui suivent des familles françaises, et donc vous voyez qu'on a une représentation à la fois dans l'ouest, dans le sud, enfin un petit peu dans les différentes parties de la France, puisqu'on a des patients de Nantes, de Caen, de Paris, de Lyon, de Dijon, de Montpellier et même de Strasbourg, alors qu'ils n'étaient pas forcément inclus au moment de cette étude. Mais donc voilà, on a un petit peu toute la France qui est représentée, plus des patients du Royaume-Uni et des Pays-Bas qui ont également été identifiés dans cette étude. Alors, vous est représenté ici donc toujours la protéine trio avec là les différentes mutations que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on a mis un code couleur pour montrer justement ces 2 grandes entités effets des mutations qui sont différentes. Donc, vous avez des mutations ici en verte qui sont trouvées chez des patients qui présentent un trouble du neurodéveloppement associé à une taille de la tête inférieure à la norme, donc avec la microcéphalie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a d'autres individus ici qui ont des mutations qui sont représentées en orange, notamment celle-ci, là, en orange et en rouge, l'arginine en position 10-78 tryptophane, l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, où là, au contraire, les individus présentent un trouble du neurodéveloppement, mais associé cette fois-ci à plutôt une augmentation du périmètre crânien. Et vous voyez aussi qu'ils présentent des traits de visage un peu particuliers et qui se ressemblent entre eux, qui sont assez différents des gens qui portent des mutations à d'autres endroits de la protéine trio. Donc on avait l'impression comme ça, en regardant ces différentes localisations de mutations, que suivant l'endroit où était localisée la mutation sur le gène et donc sur la protéine trio, on n'avait pas forcément les mêmes manifestations cliniques associées à ces mutations. Donc, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue pour vous présenter un petit peu justement quelles sont les manifestations cliniques qui sont associées à ces 2 types de mutations sur le gène trio.
Très bien, merci Amélie. Donc effectivement, à ce moment-là, on s'est réunis avec Amélie, et puis après, vous l'avez vu, on a pu faire une collaboration qui était beaucoup plus vaste, et on s'est rendu compte schématiquement qu'il y avait deux grands groupes de patients qui étaient en fait définis par le tour de tête, mais vous allez le voir, qui ont aussi des caractéristiques autres que le tour de tête qui sont quand même assez différentes. Et donc le premier groupe, en fait, initialement, on a vu, il était lié à une mutation très particulière, qui est une mutation qu'on appelle faux sens, donc dont vous a parlé Amélie, qui transforme un petit acide aminé, l'arginine, en position 1078 en tryptophane, et donc qui change globalement la forme de la protéine. Donc les patients, le point commun qu'on a quand même, dont on n'a pas parlé entre le groupe 1 et le groupe 2, c'est que pour tous les patients, on a en fait une copie normale et une copie avec une erreur. On est devant une pathologie que nous on appelle l'autosomique dominante, c'est-à-dire que la copie avec une erreur suffit à donner les symptômes. Il y a d'autres maladies où il faut avoir une erreur sur les deux copies du même gène pour présenter les symptômes, et pour Trio, en fait, pour les patients, on a une copie on a toujours une copie normale et une copie avec une erreur. Et dans la plupart des cas, on a des parents en fait qui n'ont pas d'anomalie, qui ont les deux copies normales et avec une mutation qui s'appelle de novo, qui est présente uniquement chez leur enfant. On a des exceptions, notamment dans le groupe 2, on pourra en reparler, avec des formes transmises, mais en tout cas, on est toujours dans une configuration où on a à la fois un gène normal et un gène avec la mutation. Donc dans le groupe 1, c'était des patients qui avaient donc une protéine qui était juste mutée, on avait l'impression à un endroit très précis qui changeait la forme de notre protéine. Et dans le groupe 2, c'était des patients qui nous paraissaient beaucoup moins sévèrement atteints, qui pour certains n'avaient pas de déficience intellectuelle, mais simplement des troubles des apprentissages, et qui avaient comme point commun, en fait, d'avoir une microcéphalie, c'est-à-dire un tour de tête qui était en dessous de la normale. Et on avait l'impression que ces patients-là, en fait, pour beaucoup, on avait des mutations qui interrompaient le gène avant la fin, et qui du coup avaient une seule copie du gène exprimé, c'est-à-dire un problème de dosage et pas assez de protéines. Mais avec donc vous voyez des mécanismes moléculaires qui nous paraissaient très différents. Donc nous, cliniciens, après, on s'est rassemblés pour essayer vraiment ce qu'on appelle de préciser le phénotype, de regarder quels sont les points communs entre tous les patients, parce que on a des patients qui vont avoir des symptômes qui leur sont propres, qui ne sont pas forcément toujours liés à Trio, et nous, notre travail, c'est d'essayer de voir quel est le point commun, quelles sont les particularités qui vont être liées vraiment à la présence de la mutation. On peut passer à la diapositive d'après. Donc on a commencé par faire le point, les parents qui étaient d'accord pour qu'on partage en fait entre nous les photos de leurs enfants, essayer de faire le point, est-ce qu'ils avaient des caractéristiques morphologiques du visage qui étaient communs. Et en fait, ce que vous pouvez voir assez facilement, c'est que pour le groupe 1, on avait vraiment des traits communs pour des familles qui n'ont aucun rapport entre elles. Avec des traits morphologiques qui sont, on a l'impression, qui sont quand même assez reconnaissables. On a l'impression d'avoir des frères et sœurs. Donc ils avaient des particularités, notamment au niveau du nez, avec des narines un petit peu retroussées. Des particularités au niveau également des sourcils, qui paraissent assez fournis et arqués. Et d'autres petites particularités qu'on a au niveau du visage, alors que pour les patients du groupe 2, finalement, c'est des patients pour lesquels il n'y avait pas de trait morphologique très notable, il y avait la microcéphalie, il y avait peut-être un grand front, mais c'est vrai que c'est des patients pour lesquels on ne va pas retenir quelque chose de très spécifique qui va forcément aider un médecin qui rencontrerait ce patient à le reconnaître. Donc là, vous voyez au niveau du profil également, donc des profils, la forme, en fait, l'angle que forme le front avec le nez pour les patients du groupe 1, et puis des caractéristiques aussi au niveau des cheveux, donc des cheveux qui sont initialement un petit peu éparses, puis qui finissent plutôt fournis, des oreilles qui sont un petit peu épaisses. Voilà, c'est des petits signes que nous, on va reconnaître chez les patients qui me font dire que, par exemple, un médecin qui aurait déjà rencontré un patient du groupe 1 et qui en rencontrerait un autre, il pourrait éventuellement faire le diagnostic sans même passer par l'étape d'analyse de tout le génome en disant Amélie, je pense que peut-être, voilà mon patient, je pense qu'il a peut-être une mutation du gène Trio, regarde directement le gène Trio.
Et pour les patients du groupe 2, comme vous le voyez également sur le profil, il n'y avait pas d'éléments très ressemblants entre les patients. Il y avait peut-être un petit menton chez certains, mais pas du tout chez tous. Et donc, c'est pas un élément, le visage, c'est pas un élément qui va nous orienter vers le diagnostic d'atteinte du gène trio. Alors, au niveau des mains, Amélie vous l'a déjà dit, il y avait des petites anomalies qui avaient été signalées chez tous les patients. Il pouvait y avoir des doigts un petit peu collés, on appelle ça des syndactylies. Il pouvait y avoir des doigts un petit peu courts chez certains patients. Il pouvait y avoir aussi des petites anomalies de position, des pouces, par exemple, mais il n'y a pas d'éléments très récurrents, qui revient plusieurs fois, en fait, qui nous permettent vraiment de nous orienter vers ce diagnostic, que ce soit dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Et pareil, au niveau des pieds, donc vous voyez la deuxième photographie, effectivement une illustration d'une petite, ce qu'on appelle une syndactylie. Donc c'est un petit élément, mais on n'a pas remarqué chez nos patients qu'il y ait d'éléments à chaque fois chez tous les patients qui nous permettent de nous orienter vers ce diagnostic. On s'est intéressé après à l'ensemble des caractéristiques au niveau du développement. Et donc, vous le savez, quand vous venez en consultation de génétique, normalement, c'est vrai qu'on s'intéresse à tous les aspects de la vie de votre enfant. On vous pose des questions, comment ça se passe, l'alimentation, le sommeil, etc. Et donc, ce qu'on a pu voir pour les patients du groupe 1, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai qu'ils ont tous une déficience intellectuelle et qui est de modérée à sévère, donc pas de déficience légère. Ils ont marché vraiment tard, c'est-à-dire certains n'ont pas encore acquis la marche et d'autres ont acquis la marche vraiment tardivement, c'est-à-dire vers 5 ans. Certains ne parlent pas, d'autres commencent à parler vraiment très tard, par exemple à partir de 7 ans. Donc c'est les patients, je vous ai dit, qui avaient tous un tour de tête augmenté. Et puis, associés à la déficience intellectuelle, ils ont souvent des problèmes comportementaux importants, une hétéroagressivité, des troubles du spectre autistique, et puis des problèmes de sommeil qui peuvent être assez importants. Pour les patients du groupe 2, ce qu'on a retenu pour l'ensemble des patients, c'est qu'ils avaient souvent un aspect un petit peu menu, ils étaient plutôt fins. Ils avaient une déficience intellectuelle légère ou des troubles des apprentissages. En fait, nous, la déficience intellectuelle, elle est définie par le fait d'avoir un QI inférieur à 70. Si vous avez un QI supérieur à 70, mais des problèmes d'apprentissage, vous êtes effectivement uniquement dans les difficultés d'apprentissage. Et donc, tous nos patients avaient finalement des capacités d'apprentissage qui étaient atteintes, mais beaucoup plus préservées que dans le groupe 1. Ils avaient pu marcher à un âge normal ou un tout petit peu décalé pour certains. Le plus tardivement, c'était 2 ans et demi. Ils avaient commencé à parler un petit peu tard pour la plupart, mais quand même, voilà, vers 2-3 ans, mais pas du tout à un âge très tardif. Plusieurs avaient des difficultés d'élocution. Plusieurs patients pouvaient apprendre à lire. Donc ça, c'est vrai, quand on a simplement des difficultés d'apprentissage ou une déficience légère, on peut acquérir la lecture, parfois plus tardivement que les autres enfants. Il y avait très souvent un déficit d'attention, pas forcément avec une hyperactivité, mais très souvent des difficultés de concentration. Et les problèmes comportementaux, le trouble du spectre autistique, c'était des choses qui étaient beaucoup plus rares, qui étaient absolument pas constantes chez tous nos patients. Et c'est vrai qu'en discutant avec les différents praticiens, on a des patients qui avaient vraiment une atteinte qui était légère sur le plan neurodéveloppemental, compatible avec une vie normale, une scolarisation quasiment normale. Et puis, donc je vous ai dit, il y a 2 groupes, et on s'est retrouvé avec des patients pour lesquels on était quand même très embêtés parce qu'ils n'avaient pas les caractéristiques franches du groupe 1 et du groupe 2. Et donc, ils n'avaient pas la mutation récurrente dont on vous a parlé, la mutation qui était la même chez tous nos patients avec une macrocéphalie, mais ils avaient une macrocéphalie, un gros tour de tête associé à un trouble neurodéveloppemental sévère. Et donc, pour nous, ils ressemblaient quand même aux patients du groupe 1.
Et puis pour d'autres patients qui avaient aussi une mutation faux-sens qui changeait en fait la forme de la protéine, on avait l'impression qu'ils ressemblaient beaucoup aux patients du groupe 2 et que finalement cela aboutissait probablement à ce qu'on appelle une perte de fonction, c'est-à-dire une seule copie qui fonctionne au lieu de deux. Donc ça, c'est un petit récapitulatif pour vous dire que à ce moment-là, Anne vous en reparlera, mais effectivement, on a permis d'évaluer que nos patients du groupe 1, ils étaient liés préférentiellement à des mutations faux sens qui touchaient un domaine particulier de la protéine, alors que les patients du groupe 2, qui avaient un phénotype, donc des signes beaucoup moins marqués, microcéphalie, ils avaient majoritairement des mutations dans un autre endroit de la protéine et probablement que ça aboutissait à une perte de fonction de la protéine. Donc, en fait, la Team Trio, c'est donc une association de patients qui s'est constituée et c'est parti de 2 parents. Donc, il y a un papa qui est en Allemagne, qui est le papa de, je ne sais plus, d'une petite fille ou d'un petit garçon qui a une mutation trio. Voilà, donc à droite. Et à gauche, c'est donc une personne qui est au Canada. Et c'est pas sa fille, mais c'est sa nièce, voilà, dans sa famille, qui a aussi une mutation trio. Et donc, ils ont décidé de fonder une association. Et voilà, ils ont fait un site web. Et ils commencent à être assez actifs pour essayer déjà que les familles se parlent entre elles, hein, et c'est un peu aussi le but de ce qu'on fait, hein. Donc là, c'est plus au niveau international. Et c'est aussi pour mettre en relation les chercheurs entre eux et avec les cliniciens. Donc, par exemple, on a organisé une conférence sur tous les chercheurs qui travaillent sur le gène trio pour discuter entre nous qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme effet, quelles sont les avancées. Et donc, c'est vraiment très bien. Donc, je vous encourage à aller voir leur site web. Et voilà, et je pense que vous pouvez d'une part adhérer à cette association et d'autre part créer peut-être une association pour vous francophone, parce que bon là il y a un peu le barrière de la langue, donc si on parle pas bien anglais c'est pas évident, mais par contre ça peut vous donner un modèle de savoir comment on peut s'associer et voilà. Donc en fait ils ont fait une vidéo en anglais et là on l'a traduite et ils vont vous raconter un peu l'histoire de comment ils ont monté cette histoire et cette association. Voilà. Hello, thank you very much for your invitation to present to your group today. I'll just share some slides and we will walk through Team Trio. So we'll start with some introductions and then we'll tell you more about our organization. So first of all, my name is Jennifer Hamilton. I'm a former research scientist and I worked with biotechnology venture capital. I also was in business development in big pharma until very recently. But most importantly, I'm the aunt of a 19-year-old niece who has a pathogenic trio gene mutation. I'm very pleased to be joined today by Paolo Mencherini, who's the heart and soul of Team Trio. He's an Italian engineer. He works with a multinational company in Germany in the chemical manufacturing space. And most importantly, again, he's the father of a 9-year-old son with a pathogenic variant of the trio gene. Team Trio started in about 2018, and it was really founded by Danielle Fernandez, who's the sister of a child with trio gene mutation. And at that time, she noticed that there was no group for people to talk to one another, and trio gene mutation patients were just starting to be diagnosed. So she started a Facebook group. It's private for trio family members only. It provides a forum for families to support one another and is currently moderated by another parent of a child with trio gene mutation, Beth Pledger. So that's a great place to go if you are newly diagnosed or you want to find out more about the community. As well, in 2021, Paul started a website with guidance from Dr. Barali. And this first page of Google search
it shows up right away, which is fantastic. It includes information for newly diagnosed families, recent research papers, a list of open research studies where if you would like your child to participate in those, and also contact details to join the Team Trio community. I'm sorry, my screen is not advancing. Went too far. So at this point, I'll hand you over to Paulo to walk you through all of the great research he's been doing on the Trio population. Paulo, over to you. Thank you so much, Jennifer. Thank you. So I would like to start by showing some figure today. So in the graph on the right, we have shown the growth of the number of people carrying the trio gene mutation in our community up to May 2023. So we have currently been able to identify about 165 cases, which is in line with our growth expectation of about 1.5 cases a week. So regarding the age of the people, the largest number of individuals are under 12 years old. And recently we have seen more and more diagnosis in the infant stage. So maybe this is a sign of improvement of the diagnosis technique. We have in our community, we have also several adults who are willing to share their stories and so the struggles or the problem they coped with during their life. And so for many parents like me, these stories are very important because this could give us more knowledge about the possible development into adult phase of our children, and obviously in raising our hopes as well. Could you move to the next slide, please? Thank you, Jennifer. So now let's talk about the geographical distribution of trio cases in our community. As you can see from this slide, we have an international community distributed all over the world on multiple continents. Here, each blue pin indicates the location of our families. Currently, we have been able to map about half of the cases we are aware of. And recently, it is very important that we have been able to see the increase of cases in South America. And also we have recently welcomed the first families from the African continent, in particular from Algeria and Tunisia, as you can see from the map here. Other families have been reported in Iran, Middle East, China, and India, but they are not yet part of our community. Next slide, please, Jennifer. Thank you. In this slide, we would like again to summarize the milestones achieved so far by Team Trio and what is coming in the near future. In particular, we are working on the creation of a foundation to be able to keep alive our work that we have done so far and to improve also our planned activities and also to be able to become more effective in supporting the research. Next slide, please. Okay, I would like to close this short presentation today by showing this picture, the picture of a few of our amazing trio children. These children are really our inspiration, and we really do these things for them and also for their wonderful families. Thank you, Jennifer. I would like to hand over to you. Great, thank you. So one of the other things that we did this year is we staged a conference, a virtual conference for researchers in the trio gene field. And there were not so many in the world, and we chose 7 groups around the world. And the objective of this was just to foster collaboration and to advance the field. So we wanted to have interaction between the trio gene research scientists and Team Trio, but also we wanted the trio gene research scientists to meet each other and be able to collaborate and advance the field.
These are the names of the researchers that joined us for our conference in May. Deanna Borelli from the UK and Gabriella Gadaz. We also had Anne Debont and Suzanne Schmidt from France, Bruce Herring from Southern California, Tony Koleski from Yale University in the US, June Lee from China, Giorgio Merlot and Carla Liacci from Italy, and also from Italy, Marcello Scala. So it's a very international group. These researchers have done amazing work, and their work tends to be very, very scientific, looking at the molecules that are involved in trio gene mutation. To summarize the conference, although trio mutation is ultra rare, it is garnering a lot of attention. There's a lot of interest in the basic science of the trio gene and what it does. One thing that came up was that all trio mutations are not the same. You can have a child with some characteristics who is completely different from another child with other characteristics, or different levels of severity of the effect of trio mutation. So that makes it a little bit more challenging to study. These researchers are also clever in that they've come up with animal models to study trio mutation, where they've created animals with the same genotype as the children that we know. And so there are lots of ways that this can be studied using the animals and using different types of cell models as well. There are also some clinical scientists who are studying the characteristics of trio mutation in people. And in conclusion, the researchers were very excited to meet one another and our Team Trio group. And they would like to know more about the people as they are diagnosed with trio mutations. So we are working in the background to try and figure out ways to collect this information, respecting privacy regulations, and to be able to share this information with researchers. On the slide now is an example of one study that's being done by a group in the UK, where they would like to learn more about the emotional behavioral development and learning development of children with trio mutation. And they are looking for children who are age 3 and older. And they want to talk to the families and understand more about what's going on with those children. And so this is an example of a study that's posted on the Team Trio website, where you can log in and you can get contact with the study and decide whether or not you'd like to participate. So other ways you can find information and contact us is either through the Facebook site or on the Team Trio website itself, which is shown here, teamtrio.org, where there's a form for feedback and questions. So on that note, I'd like to thank you very much for joining us today, and thank you for your interest and your invitation to us today. Thank you very much. Thank you very much. Donc, donc Gwendoline, ma collègue chez Andirard, m'a demandé de vous faire une petite présentation sur comment constituer ou rejoindre une association de famille. Juste avant de me présenter, donc je travaille avec Gwendoline et j'ai en charge au sein de la filière Andirard les 81 associations de notre réseau. Et donc pour les nouvelles familles, peut-être qui n'est pas tout à fait au courant des filières et du parcours de soins. La filière Andirard, c'est la filière nationale de la santé pour les anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle de cause rare. Et je voulais aussi juste préciser que c'est pas un hasard si je suis chargée de mission de cette filière, parce que j'ai été représentante d'association, car j'ai mon petit garçon qui s'appelle Émile, qui a 12 ans en ce moment, qui a été en errant diagnostic pendant 11 ans et qui a eu son diagnostic de maladie génétique ultra rare l'année dernière. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que je connais personnellement très bien. Je voulais juste donc avant de rappeler le contexte, donc en France il existe 14 000 associations de patients
Et alors en ce moment, j'ai entendu au début de présentation, vous avez parlé du séquençage haut débit de l'exome. C'est vrai que depuis quelques années, on a favorisé l'accès au diagnostic grâce au développement de l'exome, et depuis ce temps, il y a de plus en plus de familles qui ont un diagnostic. Et donc ça c'est super parce que du coup, non content de poser un nom, ça permet donc une identification, de pouvoir se rapprocher de d'autres familles qui vivent les mêmes difficultés, se fédérer ensemble pour partager le quotidien entre soi et les autres, et pourquoi pas, une fois qu'on a cheminé un petit peu plus, pourquoi pas aider d'autres parents, soutenir d'autres parents, et pour ça créer une association de parents. Donc en fait, quand on parle d'association, on parle plutôt d'association loi 1901. C'est plutôt pas mal parce qu'il faut juste remplir 3 critères qui, dans notre cas, sont très faciles à remplir. Donc, c'est des critères qui ont été établis par le ministère de l'économie et des finances. Il faut avoir une activité non lucrative, une gestion désintéressée et un cercle étendu de bénéficiaires. De toute façon, même dans le cadre de maladies rares, même si c'est rare, ça concerne quand même beaucoup de bénéficiaires, parce que ceux qui aident une personne en particulier, ça aide toutes les personnes impliquées dans le champ des maladies rares. Et du coup, le fait d'avoir cette reconnaissance d'association loi 1901 permet pour les particuliers et pour les entreprises aussi, mais pour les particuliers, ça permet de déduire de ses impôts les dons qu'on fait, donc de 66%, ce qui fait que quand la personne donne 50 €, en vrai, elle donne que 17 €. Ça peut être un argument quand vous faites une campagne de dons, de bien convertir ce que ça coûte réellement au final, parce que comme dans tout échange, il y a un retour sur investissement, si j'ose dire, et du coup, ça peut être un bon argument. Il y a donc l'administration fiscale qui peut vous reconnaître officiellement une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, mais à partir du moment où vous remplissez les 3 critères, vous l'êtes. Mais si vous voulez vous assurer que vous l'êtes et que vous n'aurez pas de problème avec l'administration fiscale, il suffit de demander un rescrit. Donc là, j'ai mis le lien ici. Je vous enverrai la présentation si ça intéresse. Alors, le rôle des associations, il est assez simple, et puis divers et varié aussi. C'est de rassembler. J'ai mis recenser aussi parce que ça avait pour moi une signification plus scientifique et médicale aussi, de savoir, c'était peut-être une donnée de santé, de savoir combien de personnes pouvaient être impliquées par la maladie. Pour les familles, s'informer sur la maladie, être écoutées, témoigner, défendre des droits des patients et soutenir la recherche scientifique. Alors, donc plus précisément, pour moi, quand on crée une association de parents, je distingue 2 choses. D'un côté pour les parents, et de l'autre côté un espèce de partenariat avec les professionnels de santé. Donc le rôle auprès des parents, c'est de permettre aux personnes atteintes de maladies rares et leurs aidants d'être soutenus. Enfin, souvent c'est les parents, mais pourquoi pas d'autres aidants, d'être soutenus, informés et aidés à chaque étape de sa maladie, rompre l'isolement que peut provoquer la maladie, soutenir psychologiquement. Certaines assos proposent aussi d'apporter une aide administrative et financière auprès de leurs adhérents. Ça c'est pas mal parce que souvent il y a un reste à charge pour les familles qui est assez conséquent, et il peut y avoir une bourse pour les familles, et aussi souvent il peut y avoir aussi une assistante sociale qui peut aider les familles dans tout le marasme administratif que la maladie et le handicap impliquent. Faire connaître et reconnaître des affections souvent mal connues,
Et du côté des médecins, devenir partenaire avec les médecins et les institutions, rassembler des fonds pour la recherche médicale, participer à des études cliniques, donner des avis sur la prise en charge et assurer une bonne information médicale aux malades. Alors là, pour les slides suivantes, j'ai essayé de décomposer les différentes étapes pour créer une association. Donc, la personne peut faire le choix de créer sa propre association qui porte la voix d'un seul syndrome, une seule pathologie, ou qui regroupe plusieurs syndromes ou pathologies. Plus tard, il sera possible aussi de recevoir, d'adhérer à un rassemblement d'associations. Donc, par exemple, là, l'association sans diagnostic et unique est une association qui regroupe plusieurs pathologies. Donc, cette association, elle a été créée en 2016 par deux mamans qui étaient en errance diagnostique. Et donc, elle a été créée pour... alors là, j'ai mis rompre l'isolement des familles et c'était aussi pour faciliter l'accès au séquençage au débit de l'exome. Et donc, chacun d'entre vous peut s'y rapprocher puisque elle prend en compte les sans diagnostic et les uniques, donc, parce qu'elle avait les sans diagnostic et uniques, les enfants porteurs de maladies rares et ultra rares, qui n'ont pas d'assos. L'association Valentin APAC aussi a été créée en 1993 par des parents, pareil pour aider d'autres parents pour rompre l'isolement. Et en fait, elle regroupe donc plusieurs pathologies. Ce sont des Valentin APAC, c'est pour les anomalies chromosomiques. Et donc là, j'ai mis quelques exemples donc des différentes associations qui regroupent donc un seul gène. Donc par exemple, il y a les extravariants qui regroupent les familles touchées par le gène MYT1L, KCNB1 France, QCNQ2 France Développement, NR2F1 France. Alors, je pense que ça doit être important de signaler que c'est France, puisque effectivement, comme dans votre cas, il y a des associations, en tout cas, il y en a déjà une à l'international. Je pense que c'est pas mal de se distinguer pour justement pas trop cannibaliser les différentes structures. Alors, la première étape pour créer son association, je dirais, c'est que c'est l'envie, la motivation et surtout le temps, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. J'ai pas mis l'investissement financier, mais bon, j'aurais pu aussi. Je pense aussi qu'il faut être plusieurs à la créer. De toute façon, d'une manière administrative, pour créer une association, il faut être 3. Voilà, donc c'est mieux quand on est plusieurs que quand on est seul. Donc ensuite, il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour former les associations qui sont assez simples. Et ensuite, une fois que l'association est créée, il suffit de communiquer dessus auprès des personnes concernées. Alors la première étape au niveau administratif, c'est de rédiger les statuts. Donc, pour ça, il faut avoir en tête la dénomination sociale de l'association. Donc, il faut, avec les membres fondateurs, s'organiser pour se réunir, pour trouver un nom, les objectifs de l'association, le siège social, donc là où l'association sera domiciliée, la durée de l'association, souvent c'est pour une durée indéterminée, et ensuite, il faut prévoir dans les statuts toutes les modalités de fonctionnement. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, ce sont les conditions d'admission et d'adhésion, comment sont nommés les membres, comment se réunit l'Assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration, le bureau, les finances, les modalités de dissolution et les modalités d'Assemblée générale extraordinaire. Pour vous aider dans l'élaboration de ces statuts, il y a l'Alliance qui propose une aide à la création d'associations. Donc, je vous ai mis le contact des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner dans ce projet. Globalement, moi, je conseillerais de ne pas être trop précis dans les statuts, par exemple, c'est-à-dire que
si vous déterminez à la première AG constitutive que le montant de les cotisations est de 30 €, si vous voulez le modifier et que vous l'avez mis dans les statuts, il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire, le faire publier ensuite au journal, le rendre public, et donc ça prend du temps, alors que si dans les statuts vous mettez le montant de la cotisation est prévu dans le règlement intérieur, vous avez beaucoup plus de souplesse à modifier votre règlement intérieur. Je conseille aussi tout simplement d'aller voir les autres associations, et souvent sur Internet on peut trouver d'autres statuts. Donc, je parlais du montant justement de la cotisation qu'on appelle aussi montant d'adhésion. Donc, elle est versée par les familles. C'est la principale source de revenus et elle sert principalement aux frais de fonctionnement de l'association. En fonction des ressources, bien sûr, c'est pas obligatoire la création du site internet, éventuellement un abonnement téléphonique si vous avez une hotline téléphonique, des frais de déplacement et des frais des actions liées aux événements organisés par l'association. Donc ça, c'est un montant libre à vous de le déterminer. Il varie d'une association à une autre, et comme je l'ai mis là aussi, il peut être soit défini en assemblée générale ou dans le règlement intérieur, qui peut être modifié à tout moment, ce que je conseille vivement. Dans les statuts, il faut aussi déterminer le siège social de l'association. Donc, c'est le lieu où l'association sera déclarée en préfecture, le lieu officiel. C'est là où l'association reçoit ses documents. Il peut être défini chez la présidente, le trésorier ou la trésorière, ou la secrétaire. En fait, les trois personnes que vous voyez là, présidente, trésorier, secrétaire, tout à l'heure, j'ai dit que c'était qu'il fallait 3 personnes pour créer une association. Et donc, c'est le président, le trésorier et la secrétaire. Vous pouvez tout à fait aussi monter une association chez un tiers. Si la question se pose, on peut regarder aussi en fonction des départements. Il y a des départements ou des mairies qui peuvent aider aussi une association. Donc, par exemple, je sais qu'à la ville de Paris, elle aide beaucoup le milieu associatif, voilà, plus que peut-être le 94. Enfin, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Bonjour, je suis en visio, mon petit. Ouais, excusez-moi, j'ai mon fils qui rentre. Oui, je suis en visio. Pardon. Donc, l'objet social. Alors, l'objet social, c'est vraiment ce pourquoi l'essence même de l'association, ce pourquoi vous avez créé l'association. Donc, en fait, il faut vous poser la question, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous a manqué pendant votre parcours, et qu'est-ce que vous aimeriez apporter aux autres. Donc là, j'ai relisté des exemples qu'on trouve chez nous parmi les 81 associations qu'on accompagne. Donc apporter du soutien moral, informer, expliquer le syndrome, soutenir, encourager, informer, j'ai remis, s'entraider, faire de la mise en relation, faciliter l'accès au diagnostic, aux soins, au traitement et à la prise en charge, accompagner autour du parcours de soins, offrir un soutien moral aux familles, contribuer à améliorer l'état des connaissances scientifiques et médicales, et en fonction des associations, collecter des dons pour la recherche scientifique. Sur l'objet social aussi, je vous conseille de prévoir assez large, et en rajoutant cette petite phrase ou tout autre objet facilitant le quotidien des familles. Comme ça, au moins, vous avez un champ libre pour vos actions. Donc là, autre élément à mettre dans les statuts, c'est la dénomination sociale. Donc, c'est le nom que vous donnerez à l'association. Donc, ça peut être soit un nom porteur de sens. Donc, chez nous, on a par exemple une association qui s'appelle Un défi de taille. Voilà, qui est un petit jeu de mots avec un défi de taille et la taille. Valentin à Pâques, donc ça c'est porteur de sens parce que les 2 membres fondateurs, les 2 parents avaient un petit garçon qui s'appelait Valentin et qui avait été touché donc par une anomalie chromosomique, et donc en hommage ils ont créé l'association qui porte le nom de leur petit garçon qui est décédé, je crois, à la naissance, et pour lequel ils se battent encore aujourd'hui en aidant les autres familles.
L'association Petit Cœur de Beurre aussi est une association qui fédère les maladies autour du cœur et l'association Extraordinaire autour du gène X fragile. Il y a aussi des noms tout simplement qui portent le nom du syndrome ou du gène, donc le syndrome d'Angelman, l'Association française du syndrome d'Angelman, du syndrome de Rett, QCNQ2 France Développement. Et en fait, quand vous réfléchissez au nom que vous allez donner à votre association, par exemple, si c'est Trio, je vous invite aussi à vérifier d'abord le nom de domaine en vue d'un site internet pour la suite, si vous avez les ressources. Donc, dans les statuts, il faudra définir la composition du bureau, qui est la présidente ou le président, qui est le secrétaire, qui est le trésorier ou la trésorière, et bien définir en amont les rôles et les missions de chacun, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion plus tard, et que chacun investisse pleinement ses missions. On voit aussi de plus en plus dans les associations un conseil scientifique ou conseil médical. Alors ça reste rare quand même, mais ça existe. Donc c'est vrai que si vous avez la chance, enfin comme vous avez la chance d'être entouré de médecins qui ont l'air motivés et impliqués, n'hésitez pas à le formaliser dans cette association. Donc en général, les missions du conseil scientifique sont de regrouper les professionnels médicaux et paramédicaux de la maladie. Donc ça peut être des médecins, des généticiens, des neurologues, des chercheurs, des pharmaciens, des infirmières, des kinés, des psychologues. Voilà. Et leur rôle est de conseiller l'association sur les questions scientifiques et multidisciplinaires, et de définir les grandes orientations scientifiques et modalités de mise en place de programmes de recherche, s'il y en a, parce que c'est pas obligatoire qu'il y ait un programme de recherche associé. Donc, je vais aller un peu vite. Oui, donc une fois que vous avez rédigé tous ces statuts, que vous avez mis à plat tout ça, que vous êtes décidé sur le nom, le lieu, etc., il va falloir rassembler toutes ces personnes autour d'une assemblée générale constitutive, donc qui rassemble donc les 3 personnes, comme je vous ai cité plus haut, le président, le trésorier et le secrétaire, plus les autres membres fondateurs. Donc vous validez les statuts et à l'issue de cette assemblée, un procès verbal doit être signé par les membres fondateurs et qui sera donc remis à l'administration. Donc là, j'ai mis la procédure pour déclarer l'association officiellement auprès des services publics. Voilà, donc vous envoyez le procès verbal de l'Assemblée générale à l'administration. L'administration vous fournit ensuite un récépissé de déclaration et à ce moment-là, il faudra publier un avis de constitution dans le journal officiel des associations. Donc, l'avis permet d'informer les tiers de l'existence de l'association, de la rendre publique et donc publié dans le journal officiel. Et il doit comporter donc le titre et l'objet de l'association, j'ai mis fédération, le récépissé de déclaration et la mention du siège social de l'association. Alors, j'ai mis les ressources d'une association, donc voilà, c'est assez simple. Vous recevez donc des dons, des legs, voilà, des subventions. Donc ça, faut aller les chercher. Elles peuvent être publiques, donc l'État, le département, la région, votre mairie peut vous donner des subventions, ou privées. Donc il y a des fondations privées qui peuvent donner des subventions, Malakoff Numérique, Fondation Groupama, enfin voilà, ça faut bien chercher. C'est pas évident parce que voilà, et souvent eux ils subventionnent plutôt des appels à projets, donc ils vont pas subventionner des frais de fonctionnement comme par exemple un site internet ou quelque chose comme ça, mais plus un projet, je sais pas, une rencontre ou quelque chose de tangible où vous allez pouvoir justifier vos frais.
Autre ressource est celle du mécénat, le parrainage et le sponsoring et le financement participatif. Alors ça, je trouve que dans le cadre des maladies rares, c'est assez important parce que vous pouvez être entouré de familles, d'amis qui sont du coup sensibilisés à votre cause et qui sont donc plus enclins à donner à une association qui est organisée par vous plutôt que de donner à une autre association où on ne sait pas trop où vont les sous. Donc là, s'ils connaissent votre enfant, c'est plus facile de demander, je trouve, et ça marche pas mal. Faut pas négliger le cercle familial et amical. Alors ensuite, une fois que vous avez rédigé donc les statuts, que c'est posé auprès de l'administration fiscale et que c'est officiel, il faut communiquer dessus. Donc en fonction des besoins et surtout des ressources que vous avez, vous pouvez vous doter d'une charte graphique, donc d'un logo, d'un site internet. Il y a des exemples il y a des templates sur Wix qui permet de faire un site internet à moindre coût sans être webmaster. C'est assez intuitif, mais par contre, ça demande du temps. Vous pouvez aussi, c'est pas obligatoire, imprimer un flyer, donc avec le nom de l'association, les missions, donc qui reprennent l'objet social dans les statuts. Et donc là, on vous conseille d'être le plus générique possible pour que, si jamais il y a des départs et des arrivées dans les associations, que le document ne devienne pas vite obsolète, sachant que comme c'est imprimé, ça se met à jour moins rapidement que sur un site internet, par exemple. Et puis aujourd'hui, l'incontournable là pour le coup, et ça coûte pas cher, même gratuit, donc la page Facebook avec un groupe Facebook. Ensuite, je sais que les familles elles sont plus sur Facebook et maintenant Instagram, mais voilà, LinkedIn aussi c'est très bien et ça permet aussi de toucher un public professionnel, notamment avec les médecins. Donc là, je vous ai mis des exemples de chartes graphiques, enfin plutôt de logos d'associations de notre réseau. Donc, on conseille aussi, mais c'est pas évident d'avoir un graphiste dans son réseau, mais c'est bien de mobiliser les forces vives des parents. Donc voilà, je sais pas si un parent qui travaille dans la communication, lui peut pouvoir faire des choses. Et je sais pour le logo là que vous voyez avec l'éléphant, c'est une agence de communication qui a été sensibilisée par l'histoire de cette maman qui a monté l'association et qui lui a fait gratuitement sa charte graphique. Donc n'hésitez pas à ne pas payer ce genre de frais, de soit mobiliser les forces en présence ou soit les taper chez les autres, et en ayant le statut officiel d'association, c'est vrai que c'est un gage de qualité, et donc les personnes seront plus à même à vous aider sur ce genre de mission. Faudra aussi, oui, j'aurais dû le mettre avec le montant de l'adhésion, donc prévoir un bulletin d'adhésion. Donc c'est un document qui s'envoie aux familles une fois par an. Soit il est établi en année civile, c'est-à-dire de janvier à décembre, ou soit en année glissante, c'est-à-dire que à partir du mois de l'adhésion. Et bon, alors ça, d'une manière comptable, je sais que c'est ultra compliqué. Donc voilà, si c'est plus simple, de janvier à décembre. Bon, mais ça veut dire que si la famille s'inscrit au mois de juin, elle aura payé une année pour juste une demi-année de cotisation. Bon, après, c'est pas, voilà, mais il faut y penser. Il y a des bulletins d'adhésion qui se font automatiquement sur Hello Asso, et j'ai mis le lien ici, et c'est très pratique. Du coup, ça se fait automatiquement. Vous rentrez le nom de votre asso, etc. Et ça génère automatiquement un bulletin d'adhésion que vous pourrez envoyer à vos adhérents potentiels, mettre sur votre site internet, etc. Pour communiquer aussi sur la création de votre association, on vous conseille de vous rapprocher donc des filières de santé.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, parce que j'ai entendu les enfants sont d'âge, vous étiez assez petits. Donc, en fait, il existe 23 filières de santé. Donc, nous, c'est Handy-Rare, donc pour les anomalies du développement. Mais il en existe 23 autres. Et par exemple, il se peut que votre pathologie, elle concerne aussi une autre filière. Par exemple, je pense à déficience, où vous pourriez aussi vous faire connaître auprès de cette filière de santé. Des centres de référence et des centres de compétences des filières, des réseaux européens, donc le RN Ithaca et l'homologue d'Handy-Rare au niveau européen, et aussi de vous faire connaître auprès des autres associations, donc comme l'Alliance Maladies Rares Info Service, Orphanet, Fondation Maladies Rares, et alors sans que ça concerne les maladies rares spécifiquement, mais n'hésitez pas à vous faire connaître en local auprès de la région, du département et de votre mairie. Je vous ai mis des différents outils de travail pour que vous puissiez, si vous êtes plusieurs à travailler sur une association, et comme j'ai vu que c'était un peu que vous étiez un peu éparpillés à travers toute la France, donc bon, le Google Drive qui permet de faire un partage de documents sans s'envoyer des documents que la personne corrige, que l'autre n'a pas reçu. Donc là, tout le monde voit les corrections en temps réel. Trello aussi, c'est une plateforme de gestion de projet qui rassemble les tâches, les équipes et les outils. Slack, pareil, une plateforme de collaboration et avec un logiciel de gestion de projet. Miro et Flinga, ce sont des outils donc pareil de travail collaboratif. C'est des sortes de Flinga, c'est une carte mentale, donc ça permet de brainstormer comme des post-it avant, comme il y a des post-it, et là c'est virtuel et c'est des post-it. Et voilà, je vous conseille aussi voilà des outils, d'autres outils comme ça. Bon, j'ai pas de, c'est des entreprises privées, j'ai pas de lien avec eux, mais je me sers beaucoup de ces différents outils, donc je partage. WooClap et Kahoot, c'est pour interagir en direct, par exemple dans le cadre de présentation. Des outils pour se réunir en distanciel, là nous on utilise GoToMeeting ici, mais Zoom et Microsoft Teams et Google Meet permettent aussi de se réunir. Je crois qu'il y a 1 heure gratuite, voilà, où on peut sur un abonnement gratuit se rencontrer. Et j'ai mis aussi des outils de partage de fichiers volumineux avec WeTransfer et la Dropbox. Juste une petite précision sur les associations et les fédérations. Donc la différence, c'est que en fait, c'est la même structure juridique. Donc ils ont les statuts, etc., la même procédure, sauf que l'association regroupe des personnes physiques, donc des familles, et la fédération regroupe des personnes morales, donc d'autres associations ou organismes associatifs. Là, j'ai mis toutes les sources qui m'ont permis d'élaborer cette présentation. Donc, la Fondation Maladies Rares, le ministère de la Santé, Orphanet, Maladies Rares Info Service et la PHP. On a nous-mêmes mis à disposition des futures associations un petit guide qui reprendra un peu cette présentation là, que vous pouvez télécharger sur le lien de notre site internet. Voilà, et ensuite j'ai mis d'autres structures qui accompagnent la création des associations. Donc bonjour à tous. Alors je suis Pauline Burger, donc chargée de projet pour Génida, donc qui est une base de données participative comme l'a dit Amélie, qui a pour but en fait de constituer des cohortes pour différents types de maladies rares, de formes rares, de déficiences intellectuelles d'origine génétique, et donc de colliger les informations autour d'une mutation, d'une anomalie.
et ensuite donner accès à ces informations colligées à des cliniciens, des chercheurs qui s'inscrivent également sur la base de données pour accéder à ces données. Alors, donc cette base de données, elle est donc destinée à la fois aux familles qui sont concernées par la déficience intellectuelle et les médecins, chercheurs, professionnels impliqués dans la prise en charge de ces différentes maladies. Alors, le projet, il a été initié en 2014 ici à Strasbourg par Jean-Louis Mandel et la première version du site et du questionnaire ont été mis en ligne en fin 2016. Et actuellement, on compte un peu plus de 1700 participants, donc toutes cohortes confondues, toutes maladies confondues. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette diapo, mais c'est un projet qui a été déclaré à la CNIL et donc on a tout ce qui est accord du comité d'évaluation éthique de l'INSERM. On respecte bien la protection des données. Vos données sont analysées, elles ne sont pas partagées librement aux cliniciens. Tout est anonymisé, pseudonymisé, donc pas d'inquiétude là-dessus. On fait partie du programme Radicaux de l'INSERM, qui est un programme de cohorte sur les maladies rares. Et on collabore avec de très nombreux cliniciens donc depuis le début du projet, depuis la création de Genida, notamment avec les cliniciens des Pays-Bas, Dr Koelen et Dr Kleefstra, qui ont participé à l'élaboration du questionnaire et qui ont beaucoup participer également au recrutement de participants et notamment dans les cohortes des syndromes qui portent leur nom, donc le syndrome de Koelen-de Vries dont je parlerai tout à l'heure et le syndrome de Kleefstra. Donc, on a un conseil scientifique qui se réunit grosso modo une fois par an, notamment au cours de conférences de l'ESHG et qui nous permet d'orienter le projet en orientant les questions qu'on se pose sur certaines cohortes, qui participent également aux décisions concernant les petits projets, enfin les projets annexes qui vont être lancés sur certaines cohortes et qui nous permet également de nous faire connaître d'autres cliniciens pour toujours avoir un panel de participants professionnels plus important qui, du coup, ont un regard sur les données que nous avons collectées. Alors, bien sûr, on participe, on a de grandes collaborations avec un grand nombre d'associations, également de groupes Facebook dont on parlait tout à l'heure, justement pour recruter des participants au niveau national et international également. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que Genida? Donc, c'est un questionnaire qui est accessible en ligne, qui est pour le moment traduit en 7 langues, donc français, anglais bien sûr, néerlandais, allemand, portugais, italien et espagnol, pour être accessible au plus grand nombre. On a également commencé à faire des traductions en grec, on pense à l'arabe, au slovène, enfin voilà. L'idée est d'augmenter, de rendre la plateforme accessible au plus grand nombre. Le questionnaire, il est plutôt considéré par les parents qui le remplissent comme étant long. C'est un questionnaire qui essaye de balayer différents aspects du syndrome, de la maladie, donc avec des questions ouvertes sur les forces et les faiblesses du patient, les effets adverses de certains médicaments. On a des questions médicales, des questions de comportement, de qualité de vie, etc. Donc c'est un questionnaire qui est rempli en général par les parents, parfois frères ou sœurs, ou même grands-parents, et dans certains cas, lorsque la personne concernée elle-même est en mesure de répondre, elle peut le faire sans problème. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, donc les données sont bien anonymisées. On vous demande un email forcément pour pouvoir vous recontacter, mais cet email est totalement sécurisé, personne n'y a accès. Voilà, donc aucun souci à ce niveau-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est à peu plus de 1700 dossiers actuellement remplis sur Genida, avec plus de 60 nationalités représentées et environ 200 professionnels qui sont rattachés à la base de données et qui ont un accès aux données soit globales, donc intercohortes, soit qui ont demandé à être rattachés plus spécifiquement à quelques cohortes parce qu'ils ont un intérêt d'étudier tel ou tel gène plutôt qu'un autre.
Donc là, je vous présente quelques-unes de nos cohortes avec le nombre de participants mis à jour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les syndromes de Kleefstra et Coulon de Vries qui sont un peu les cohortes historiques dans Génida, avec environ 200, un peu plus de 200 participants dans chacune des deux cohortes. Un certain nombre également de cohortes qui se sont développées un peu plus récemment, mais qui comporte quand même un nombre important de participants, comme le syndrome KBG, DDX3X, MED13L. Et tout en bas, vous voyez ce qui nous concerne aujourd'hui, donc les mutations du gène trio. Alors à l'heure actuelle, cette semaine, nous avons encore eu un dossier rempli, mais pour le moment, on n'en a effectivement que 6, donc 2 familles des US, une italienne, une du Canada, une en France et une au Royaume-Uni, et 2 inscriptions qui n'ont pas encore été finalisées, c'est-à-dire que le compte a été créé, les personnes ont commencé ou pas à remplir le questionnaire, mais c'est encore loin d'être suffisant pour pouvoir apporter des éléments intéressants, importants, qui seront utiles à la prise en charge ensuite des personnes atteintes. Après, comment ça se passe? Donc, vous répondez au questionnaire et chaque question chacune de vos réponses va être colligée et on crée en ligne des graphiques, des analyses statistiques point par point. Et là, je vous ai juste présenté pour Trio la vision d'ensemble de vos réponses qui est mise à jour toutes les 24 heures et qui fait un genre de ranking de ce qui apparaît comme étant le plus important dans chaque cohorte. Et donc, pour Trio, vous voyez que les problèmes de comportement, donc ça, c'est un graphe que j'ai extrait avant l'arrivée de du 6e dossier, mais vous voyez, les problèmes de comportement sont rapportés par tous les parents qui avaient rempli jusqu'à lundi dernier. Les troubles du sommeil également sont plutôt importants, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble des questions qui sont posées dans Génida et qui seront rankées en fonction des réponses apportées par les parents. Et ensuite, pour chacun des items, on a d'autres graphiques avec des données. Donc ça, c'est quand vous êtes inscrit sur Génida, que vous avez répondu au questionnaire, vous avez accès à ce genre de graphiques et vous pouvez donc les consulter sans aucun souci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc le recrutement des participants, des patients se fait essentiellement par les réseaux sociaux, donc soit en contactant directement les associations, soit en passant par des groupes Facebook. Nous, on est présent donc sur Facebook, et également sur YouTube, où on a un certain nombre de petites vidéos qui présentent en anglais ou en français le projet. Il y a également une vidéo qui explique comment s'inscrire sur Génida, parce que le site, il n'est pas forcément très ergonomique. Il est pour le moment traduit en français et en anglais uniquement, alors que le questionnaire est disponible en plusieurs langues. Donc, on a des fois des petits soucis, mais en général, les personnes me recontactent et on les guide pour qu'elles puissent accéder au questionnaire et compléter l'étude sans problème. Donc, on a également créé un nouveau flyer l'année dernière qui est destiné à la fois aux familles et aux professionnels, parce qu'il présente le projet, présente les données, les types de données qu'on peut collecter et les informations que ça apporte aux cliniciens, aux chercheurs. Et on vous présente comment et pourquoi participer. Et ce flyer, il est du coup, il a été traduit dans l'intégralité des langues dans lesquelles est traduit notre questionnaire. Et on essaye de le distribuer aussi largement que possible. Il est disponible en version électronique pour recruter toujours plus de participants. On a également créé des affiches qui sont plutôt destinées pour le coup aux salles d'attente des cliniciens et des chercheurs, des médecins, pardon, pour qu'à l'issue, par exemple, d'un diagnostic, on ait aussi accès directement à l'information concernant Génida.
Comme je le disais, les données qu'on a assemblées sont ensuite étudiées par des chercheurs, des cliniciens, et l'idée c'est de publier les résultats le plus largement possible pour faire connaître le projet, pour faire connaître les avancées de nos études sur ces différents syndromes. Et nos données sont également mises à disposition des cliniciens pour alimenter la rédaction de PNDS, donc des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, qui regroupent les données cliniques. Enfin, c'est un genre de carte d'identité, si je ne dis pas de bêtises, Amélie, du syndrome qui aide les médecins traitants à mieux comprendre, à mieux connaître ces syndromes. Donc, on a notamment participé, les données de Génida ont servi à rédiger le syndrome Met-Trezel, le PNDS du syndrome Met-Trezel, qui a été publié en octobre dernier. On est en train de finaliser celui du syndrome de Coulon-de Vries, qui devrait sortir cette année. Il y en a d'autres qui sont en préparation, pour lesquels on utilise également les données Génida. Et au niveau international, ce sont des guidelines, et on participe également à la rédaction de ces guidelines au niveau international pour le syndrome de Kleefstra, qui est prévu également pour une parution fin de cette année ou début 2024. Voilà, alors du coup, je vais aussi vous présenter quelques résultats concernant les données dans certaines cohortes de Génida pour vous montrer l'intérêt de participer. Donc, je vais vous parler un petit peu du syndrome de Coulon-de Vries, et notamment du fait que l'analyse des données Génida a permis de mettre en évidence des problèmes respiratoires qui étaient connus des parents, mais pas forcément des cliniciens. Alors, effectivement, ces problèmes respiratoires avaient été très peu mentionnés dans les guidelines qui présentent le syndrome, et était mentionné, enfin, un seul cas de pneumonie dans l'article de David Coulon en 2016. Et en fait, lorsqu'on regarde les réponses apportées dans Génida concernant les problèmes respiratoires, vous voyez ça là en bas à gauche, on se rend bien compte que les problèmes, notamment l'asthme et les pneumonies, sont des problèmes qui sont parmi les plus rapportés, les plus signalés par les parents dans Génida pour des patients ayant le syndrome de Coulon-de Vries. Et ces problèmes sont considérés quand même comme étant majeurs par près d'un quart des familles. Or, à l'époque où on avait mis la première version du questionnaire en ligne, on n'avait même pas de questions spécifiques portant sur les pneumonies ou l'asthme. Ce sont les parents qui répondent librement en commentaire à certaines questions ou à nos questions. On a 5 questions ouvertes, le reste étant plutôt des QCM, qui apportent des informations intéressantes. Donc là, vous avez un petit exemple qui montre la diversité des réponses qu'on peut avoir à une question, et notamment la diversité de langues de réponses. Donc voilà, ces questions ouvertes sont très très importantes puisqu'elles nous ont permis de mettre en évidence ces problèmes respiratoires quand même récurrents. Et donc ensuite, l'idée, c'est d'approfondir le pourquoi du comment et de comprendre mieux le mécanisme sous-jacent à ces problèmes pour ensuite émettre des recommandations pour la prévention ou le traitement de ce type de comorbidité. Toujours sur le syndrome de Coulon-de Vries, on a également mené une étude sur l'épilepsie, puisque on avait environ 80 participants au moment où cette étude a été menée en 2020, qui avaient répondu qu'il y avait de l'épilepsie chez leurs enfants. Et donc c'est une fréquence et l'âge d'apparition de l'épilepsie était en accord avec ce qui était déjà connu dans la littérature par les cliniciens. Mais en revanche, Génida ne pose pas la question uniquement de savoir s'il y a épilepsie ou non, mais on demande également quel est le type d'épilepsie qui affecte les patients et quelle médication a été mise en place, comment est-ce que la personne a réagi à cette médication. Et donc, on a pu, sur la base de données qu'on a analysées, mettre en évidence que certains médicaments comme le valproate et l'oxcarbazépine présentaient un meilleur équilibre entre
l'action thérapeutique et les risques d'effets secondaires que le levetiracetam, quelque chose qui avait déjà été donc mis en évidence par Myers en 2017 sur une plus petite cohorte, mais voilà, plus on a de données, plus ces données sont sûres sûres. En tout cas, on peut plus y faire confiance. Voilà, et je voulais également vous parler d'une étude qui est parue l'année dernière et qui est plutôt pour le coup une étude transcohorte concernant l'impact du confinement qu'on a tous connu sur la vie quotidienne des personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc, on s'était posé la question de savoir si ce confinement, donc le premier au printemps 2020, est-ce qu'il avait eu un impact sur les problèmes de comportement, d'alimentation et de sommeil des personnes avec DI. Donc, on a rapidement mis en place un questionnaire spécifique concernant ce confinement et l'appel avait été relayé, l'appel à participation a été relayé par mail aux familles qui avaient déjà participé à Génida et également sur nos réseaux sociaux pour essayer de toucher le plus grand nombre. Et ça a plutôt bien marché puisqu'en moins de 5 semaines, on a eu plus de 200 réponses. Donc, vous avez les statistiques ici, donc près de 200 participants. Qui représentent plus de 15 nationalités et en moyenne sur l'ensemble de ces pays concernés, le confinement avait duré 57 jours. Et l'analyse des données qu'on a collectées indiquait donc pas de différence de fréquence ou d'intensité des troubles alimentaires et des troubles du sommeil. En revanche, une augmentation de l'intensité des problèmes de comportement avait été notée, notamment lié à un manque de stimulation ou une réaction à des changements inattendus dans les habitudes quotidiennes de ces personnes-là. Donc voilà, Génida, c'est aussi un outil pratique pour faire des études transcohortes, transsyndromiques. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu de l'utilité de Génida. Alors pour vous inscrire, il faut aller sur genida.unistra.fr. Et puis voilà, vous avez à créer votre profil, puis le profil de la personne qui est touchée. Et ensuite, vous remplissez le questionnaire en temps et en heure. Vous avez le temps, vous pouvez répondre aux questions dans le désordre. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la totalité des questions en une seule fois. On a totalement conscience que c'est long, que c'est fastidieux, qu'il faut remonter parfois dans le carnet de santé ou le dossier médical de son enfant pour remplir l'étude. Mais vous avez tout à fait le temps. C'est une étude qui a pour vocation de durer dans le temps. Et idéalement, on essaye de demander aux participants d'actualiser leurs réponses une fois par an pour qu'on puisse constituer une véritable histoire naturelle des patients, donc suivre leur évolution au cours du temps. Voilà. Bon, voilà, je vous ai mis mes coordonnées ici. Je vous remets le QR code pour participer à l'étude. Et puis, je suis là pour répondre à vos questions. Bon, donc j'espère que vous êtes tous encore là, parce que là, maintenant, il va falloir s'accrocher. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que nous, on fait tous les jours au laboratoire pour essayer de comprendre, en fait, ce que fait le gène de trio et comment les mutations qui sont dans ce gène et qui donnent ces maladies perturbent sa fonction. Donc, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une équipe, voilà, je suis pas toute seule, hein, c'est une équipe au labo qui est très motivée et qui travaille sur les fonctions du gène trio. Donc là, en ce moment, on est 5, mais c'est assez variable. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des étudiants, des post-docs, des gens qui viennent, qui repartent. Donc c'est toujours assez mobile dans l'équipe, mais on a toujours un noyau dur qui travaille. Et c'est aussi un projet collaboratif, hein, comme on l'a déjà dit, avec Amélie, avec Marjolaine, avec Diana Barral, qui est une clinicienne qui est en Angleterre. Donc en fait, on essaye vraiment de travailler tous ensemble pour faire progresser la compréhension de ces mécanismes.
Et c'est aussi quelque chose qui coûte cher. Hein. Donc voilà, moi je remercie aussi les gens qui nous aident financièrement. Donc la fondation, le CNRS et l'Université de Montpellier, parce que voilà, on est des chercheurs fondamentaux, donc on est subventionnés par eux, mais aussi des associations comme la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation Maladies rares, des agences aussi de l'État comme l'Agence nationale de la recherche. Voilà, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'associations qui nous aident et on a vraiment besoin de cet argent pour progresser. Donc, comme vous l'a expliqué Amélie, le cerveau, c'est un organe très compliqué et il y a une unité de base qui s'appelle la synapse. Donc, comment elle se forme cette synapse? C'est au départ, au cours du développement de l'embryon, on a ce qu'on appelle les neuroblastes qui vont proliférer, qui vont se diviser, et puis à la fin, ça va faire un neurone, c'est cette cellule que vous voyez ici. Et ce neurone va émettre des prolongements qu'on appelle des axones. Et ces axones vont se connecter avec un autre neurone, et c'est ça qu'on appelle une synapse. Et Amélie vous a montré, c'était amusant sa petite représentation avec deux rivières, et en fait, voilà, il y a du passage de l'information entre deux neurones. Et donc, nous, on étudie ces deux processus, en particulier ce qu'on appelle le guidage axonal, c'est-à-dire l'axone qui navigue et qui essaye de trouver l'autre neurone pour la connexion et pour le passage de l'influx nerveux. Et quand il y a un bon influx nerveux qui passe, on a une connexion normale et donc le cerveau fonctionne bien. Donc, ce processus, c'est un processus qui commence très tôt. Donc là, j'ai mis juste pour vous montrer que le développement du cerveau et la mise en place de ces synapses, ça commence au niveau du développement embryonnaire. Hein, donc quand vous avez votre bébé dans votre ventre, ça commence. Et une fois qu'il est né, la synaptogénèse, donc la formation des synapses, ça continue et ça va jusqu'à l'adolescence. Ce qui fait que c'est toujours assez compliqué de comprendre quels sont les mécanismes et pourquoi on a des maladies neurodéveloppementales qui touchent le cerveau. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes, c'est compliqué, et donc on ne sait pas où est le problème. On ne sait pas à quel moment le problème se passe. Donc nous, on s'intéresse dans l'équipe depuis longtemps à ce qu'on appelle le cytosquelette. Donc le cytosquelette, en fait, c'est un réseau de protéines qui permettent en fait de donner la forme à un tas de cellules. Et vous voyez ici, là, ici vous voyez, ça c'est un neurone. Et en vert, hein, on a le cytosquelette des microtubules hein, qui sont là. Et l'actine, c'est ce qui est en rouge. Et donc en fait, c'est des protéines qui donnent la forme et qui donnent la capacité en fait à ce neurone à guider et aller retrouver l'autre neurone. Donc ça, c'est important là, et c'est important aussi quand l'axone fait la synapse avec l'autre neurone de l'autre côté. Il y a plein d'actines et plein de microtubules qui sont en fait des protéines qui vont donner la forme et qui vont permettre au neurone, comme je le disais, pour lui donner sa forme et aussi sa motilité. Et donc nous, on travaille sur ce gène trio depuis déjà presque une vingtaine d'années, donc ça fait longtemps qu'on travaille sur ce gène pour comprendre à quoi il sert. Et ce qu'on a montré, nous et puis d'autres laboratoires, c'est que ces trios, c'est un gène essentiel pour le développement du système nerveux. Donc c'est vraiment, il joue à plein d'étapes. Et il joue à plein d'étapes, en particulier au niveau du guidage axonal, comme je vous l'ai dit, pour l'axone qui doit trouver l'autre neurone, et aussi pour la formation du synapse. Et en fait, il joue dans ce système parce que Trio active un autre de ses partenaires, qui est une protéine qui s'appelle RAC, et je vais en reparler. Et RAC contrôle la modification et la dynamique du cytosquelette d'actine et microtubules. Donc, il provoque en fait des changements d'arrangement de ces protéines qui vont changer la forme et la motilité des cellules. Donc, en gros, Trio active RAC, ça a un effet sur les cytosquelettes et ça donne un effet sur la morphogénèse des neurones et la formation des connexions. Donc, en fait, l'idée qu'on a développée, et c'est le sujet un peu aujourd'hui, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, comme a dit Amélie, qu'il y a eu, grâce au séquençage du génome extensif, on s'est aperçu qu'il y avait des mutations dans Trio. J'ai mis une petite étoile pour cette mutation. Donc, c'est ce petit numéro que vous avez sur votre papier quand on rend la clinique, le diagnostic clinique. Donc, vous avez un numéro. Donc, c'est l'endroit où vous avez cette mutation sur le gène Trio.
Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que normalement, Trio activera, comme je vous l'ai dit, fait des modifications et a une fonction neuronale de Trio. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la mutation, eh ben, elle perturbe cette modification du cytosquelette, elle perturbe la fonction neuronale de Trio, et c'est ça qui donne les troubles du neurodéveloppement. Et donc, c'est ça qu'on essaye de comprendre au laboratoire. Donc, comment ça se passe en fait? C'est qu'il y a vraiment un dialogue entre la clinique et le laboratoire de recherche. Donc, en général, ça commence, vous allez chez le clinicien qui va séquencer le génome et va identifier la mutation. Et donc, nous, maintenant, on est référent comme labo de recherche. Donc, en général, on a les cliniciens qui nous contactent, qui nous disent, bah voilà, il y a cette nouvelle mutation trio qui se trouve à l'acide aminé 43 ou 250. Et qu'est-ce que ça peut faire? Donc, nous, en fait, on regarde ces mutations et dans la mesure du possible, parce que c'est beaucoup de travail, on ne peut pas le faire tout de suite, on fait des études au niveau moléculaire, cellulaire et chez la souris, et je vais y revenir un petit peu là-dessus, pour essayer de comprendre si la mutation qui a été identifiée, ben, est-ce qu'elle a un effet sur la fonction de trio. Et ensuite, quand on a les résultats, ben, en général, on recontacte les cliniciens en leur disant, ben voilà, a priori, cette mutation, ben, elle doit être responsable du phénotype potentiellement parce qu'elle a un effet important sur la fonction de trio. Donc ça, c'est très important et pour nous, c'est essentiel d'avoir cette relation avec les cliniciens et évidemment les patients, vous, parce que c'est vous qui êtes à la base et qui nous donnez toutes ces informations pour que nous, on puisse progresser dans la compréhension de ces mécanismes. Donc en fait, les questions qu'on se pose, c'est les suivantes. C'est, bon, évidemment, de façon générale, c'est comprendre comment les mutations qui sont dans le trio provoquent la maladie. Donc la première question, c'est est-ce que les mutations qu'on a dans le gène trio sont vraiment responsables du développement de la maladie? Parce que c'est vrai qu'au tout début, on avait tellement peu de mutations que c'était difficile de dire bah, c'est vraiment cette mutation-là qui est responsable. Là, maintenant, il y en a certaines, des récurrentes dont on a parlé, où vraiment on est sûr que c'est vraiment ça. Il y en a d'autres, on ne sait pas encore, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas assez de recul. Après, on travaille beaucoup à comprendre comment des mutations qui sont dans le même gène peuvent donner des maladies différentes. C'est ce qu'on a discuté, c'est ce que je vais montrer, c'est le groupe 1 et le groupe 2. Parce qu'au début, on était un peu perdus. On voyait, Marjolaine et Amélie nous donner des patients qui avaient a priori des phénotypes et des atteintes différentes. Et on se disait comment la même mutation dans un même gène peut donner des maladies différentes. Et en fait, les études qu'on a faites, que je vais vous montrer, montre qu'en fait, on comprend pourquoi on a ça. Et donc, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quels sont les processus moléculaires, qu'est-ce que ça fait sur trio, et qu'est-ce que ça fait, ces mutations, comment ça affecte sa fonction. Et aussi, comme je vous le disais, le développement neuronal, c'est un processus long qui part du développement embryonnaire jusqu'à chez l'adulte. Et donc, on essaye de comprendre quelles sont les étapes du développement neuronal. Est-ce que c'est en embryonnaire? Est-ce que c'est après la naissance? Quand est-ce que Trio est affecté par les mutations? Bon, clairement, ça, c'est ce qu'on fait. On n'a pas la réponse à toutes les questions, je vous le dis tout de suite, mais on travaille d'arrache-pied pour essayer d'avoir toutes ces réponses. Donc, on n'est pas tout seul à travailler sur Trio. Donc, il y a de nombreux laboratoires. Donc, quand je dis des nombreux, finalement, pas tellement, parce que c'est quand même moins d'une dizaine. Là, on a fait ce meeting organisé par l'association Team Trio. On était 5 ou 6, je crois. Bon, je pense qu'on doit arriver à 7 ou 8 parce qu'il n'y avait pas exactement tout le monde, mais il y a quand même assez peu de gens qui travaillent sur Trio. Et donc, en fait, les approches, donc il y a des laboratoires en France, en Italie, plusieurs aux États-Unis, il y a aussi un laboratoire en Chine. Et en fait, là, j'ai juste résumé quelles sont les différentes approches qu'on peut faire. Donc, chaque laboratoire travaille un peu sur toutes ces approches, mais souvent, les laboratoires ont plus de spécificité dans un domaine que d'autres parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais voilà, en général, c'est des approches assez similaires. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des études moléculaires. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la molécule trio, savoir la mutation
comment ça agit sur son activité, donc par exemple sur l'activation de RAC. Est-ce que quand il y a la mutation de trio, en fait, dans la cellule, elle va avoir plein de partenaires, hein, elle va s'associer avec d'autres partenaires. Est-ce que quand on modifie avec la mutation, est-ce que ça modifie ses partenaires? Donc, on fait ce genre d'études. Après, on fait une étude cellulaire des neurones. Donc, ça, c'est des neurones de souris. Donc, on utilise des neurones de souris. Et là, avec des études microscopiques, et ça, on fait beaucoup dans le laboratoire, on regarde l'effet de la mutation sur la forme des neurones, comment ils bougent, comment ils vont arriver à connecter les autres neurones. Est-ce qu'ils ont une activité électrique? Donc, est-ce qu'ils arrivent à faire passer l'influx nerveux sur les autres neurones? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont étudiées par beaucoup de laboratoires. Et après, il y a un troisième niveau, c'est une étude dans un organisme entier. Et donc, on travaille chez la souris. Donc ça, c'est des études qui sont à plus long terme parce que c'est plus long et plus compliqué. Mais en fait, on essaye de reproduire en fait chez la souris la maladie qu'on a chez l'homme. Et donc, on regarde comment elle se développe, quand est-ce qu'elle arrive est-ce qu'elle a des problèmes de motricité, est-ce que la souris a des problèmes de comportement, d'apprentissage, toutes ces choses-là. Et l'idée, en fait, à long terme, c'est d'avoir un modèle de la maladie qui soit un peu comme la maladie qu'on a chez l'homme. Alors évidemment, c'est pas exactement pareil parce qu'une souris et un homme, évidemment, on est un peu loin. Mais c'est un modèle développé par les scientifiques pour essayer de comprendre la maladie. Et évidemment, sur le très long terme, mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est que si on a un modèle de la maladie, on peut éventuellement essayer à long terme de tester si on peut trouver des médicaments et des choses comme ça qui pourraient réverser la maladie. Mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que c'est trop tôt, on ne sait pas encore. Mais c'est quand même le but à long terme d'avoir ça. Donc, je vais prendre un exemple de ce qu'on a fait nous au labo, donc en collaboration avec Amélie, Marjolaine et puis Diana Barral aux États-Unis. C'est justement essayer de comprendre pourquoi on a ces groupes 1 et ces groupes 2, ce qu'on a appelé groupe 1 et groupe 2 tout à l'heure, qui en fait vont donner des maladies qui sont différentes. Donc, ça, c'est le gène trio, enfin c'est la protéine trio. Donc comme dit Amélie tout à l'heure, c'est une protéine qui est longue, qui est complexe. Et puis elle a ce qu'on appelle des domaines. Donc des domaines, c'est-à-dire que c'est des régions particulières. Donc il y a un tas de régions différentes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une protéine complexe. Et donc le travail qu'Amélie, Diana et Marjolaine ont fait, c'est qu'elles ont regardé où étaient les mutations, et ça, Marjolaine l'a bien expliqué tout à l'heure. Ils ont regardé où étaient les mutations, et donc tous ces petits points, c'est des mutations. Donc ça, c'est des mutations qu'on appelle faux sens. Et là, orange, c'est des mutations non-sens. Donc ça veut dire que les mutations, on n'a plus de protéines du tout. Là, c'est juste un acide aminé, une petite erreur, un acide aminé qui est changé. Et donc, en regardant tous les phénotypes des patients, ils se sont aperçus qu'il y a ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un endroit où il y a plus de mutations que d'autres. Et c'est cette zone orange, le cluster 2, et ça, c'était relié plutôt à des phénotypes assez pas très sévères et une microcéphalie. Par contre, on avait un autre cluster, c'est-à-dire un autre regroupement de mutations dans une autre région de la protéine qu'on appelle les spectrums lipides, et qui n'avait pas de fonction particulière, mais on était assez surpris, mais il y avait là, du coup, des mutations qui donnaient des phénotypes plus sévères associés à la microcéphalie. Et donc, on était assez surpris. Et nous, ce qu'on est allé faire, c'est essayer de comprendre comment on peut expliquer au niveau moléculaire cette variation. Pourquoi, avec les mêmes mutations dans ce gène, on arrive avec des phénotypes différents. Donc, en fait, ce domaine-là, il est assez intéressant parce que c'est le domaine qui est responsable de l'activation de la protéine RAC dont je vous ai parlé au début, donc trio active RAC. Donc, on n'était pas trop surpris que finalement on trouve ces mutations-là, puisque c'est par ce domaine-là que la protéine va activer RAC et va faire tous les effets sur le cytosquelette et les neurones que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, on n'était pas très surpris. Par contre, après, on a regardé sur l'activation de RAC, et là, on s'est aperçu que la majorité des mutations qui étaient là, on avait une diminution de l'activité de RAC, et ça
aboutissait à une microcéphalie et un phénotype pas très sévère. Par contre, et là on a été très surpris, c'est qu'en fait le cluster 1 qui est dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'activation de RAC dont je vous ai parlé, là on avait une suractivation de RAC. Donc en fait, maintenant on arrive à comprendre que ces deux groupes, donc ça, il y a le groupe 1 et le groupe 2, le groupe 1 et le groupe 2, ils ont des effets différents sur la cible directe de trio, qui est donc RAC, et dans un cas, on inhibe son activité, et dans l'autre cas, on suractive l'activité de trio. Donc en fait, ça veut dire que en fait, l'activité de trio, elle doit être très régulée. Si vous en avez pas assez, c'est pas bon, et si vous en avez trop, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est compliqué parce que du coup, pour corriger ça, c'est pas très simple. Donc, grâce à ces études qu'on a faites avec Amélie, Marjolaine et Diana, on a pu définir des syndromes. Donc, en fait, si vous avez une mutation dans le cluster 1, il s'appelle maintenant Intellectual Developmental Disorder Autosomal Dominant, et il a le numéro 63. Si vous êtes dans l'autre cluster, où il y a une diminution de l'activité RAC, là, à ce moment-là, vous êtes dans un syndrome qui s'appelle MRD 44. Donc, vous voyez que cette collaboration entre les scientifiques et les cliniciens, ça nous a fait faire un grand pas, parce que ça nous permet déjà, avec des mutations de trio différentes, en fait, on a défini 2 syndromes. Et du coup, on peut répondre à vous, patients, voilà, on sait pourquoi vous avez, pourquoi cette mutation donne ce phénotype. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment rentrer plus dans les détails. Et là, on regarde la morphogénèse des neurones. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ici, là, je vous ai montré, c'est un neurone avec ses petites extensions pour aller contacter les autres neurones. Et donc, un trio, quand il est normal, il fait des extensions. Et en fait, les 2 autres clusters, donc les groupes 1 et les groupes 2, ils ont des effets négatifs sur la morphologie des neurones. Dans celui-là, en activant tellement RAC, on n'a plus la formation de ces neurones, ils sont beaucoup plus courts que ceux-là. Et ceux-là, quand on a peu d'activité de RAC, en fait, on a une complexification des dendrites, des extensions. Vous voyez, il y en a plus, elles sont plus courtes, mais il y en a plus, elles sont ramifiées. Donc, dans les 2 cas, qu'on suractive RAC ou qu'on sous-active RAC, en fait, on a une perturbation de la morphologie des neurones. Et on voit donc, de nouveau, de contrôler vraiment l'activation de RAC par trio, c'est vraiment important parce que quand ça va pas, mais on a une perturbation de la formation des neurones. Donc, voilà, donc on sait maintenant que déjà, ces mutations perturbent le guidage axonal des neurones. Donc, on anticipe que ça, c'est pas bon et que du coup, au cours du développement, il est possible que chez les patients, la formation des synapses ne soit pas exactement correcte parce qu'en fait, les axones n'arrivent pas à trouver leur cible. Donc, c'est vraiment ça qu'on étudie en détail. Donc, la suite. Donc là, en fait, ce qu'on continue à faire, c'est essayer d'identifier des nouveaux syndromes associés à trio, puisque je vous ai dit, là, on a identifié les 2 syndromes, mais comme c'est un gène qui n'a pas été étudié depuis très longtemps dans cette maladie, il y a plein de nouvelles mutations qui apparaissent, et donc on ne sait pas les classer. Il y en a on arrive à en classer des nouvelles dans ce cluster 1. On vient d'avoir une publication acceptée là-dessus, où on a des nouveaux mutants qui sont associés à ça, mais là, il y a des nouveaux mutants, on ne sait pas où les mettre, quoi. Donc en fait, là, on continue avec l'équipe à essayer de voir si ça affecte RAC, si ça affecte aussi d'autres effets de trio. Donc on continue à essayer d'identifier des nouveaux syndromes pour pouvoir répondre quand les cliniciens nous envoient ces mutations, que les patients puissent avoir une petite explication de quel est l'effet de cette mutation sur le gène trio. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à caractériser les défauts induits par les variants trio. Donc, on continue la caractérisation cellulaire parce qu'on essaye d'aller plus avant et encore mieux comprendre quels sont les défauts. On travaille sur les fibroblastes humains
Et donc ça, je fais aussi un appel à vous qui avez donc des patients. Pour nous, c'est aussi important de récupérer des biopsies en fait des patients, parce que de ces biopsies, on peut isoler des fibroblastes. Vous voyez une photo ici de ces cellules. Et donc en fait, c'est des fibroblastes qui portent la mutation, qui sont des fibroblastes humains. Et pour nous aussi, on peut les caractériser et ça nous aide à comprendre la maladie. Donc peut-être que vous avez eu votre médecin qui vous a demandé si vous vouliez donner une biopsie. Et ça, une biopsie de peau, pour nous, c'est important parce qu'on peut étudier les fibroblastes de la maladie. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on développe un modèle animal qui mime la pathologie. Donc c'est une souris. Et donc ça, on est en train de la caractériser. Et donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on essaye de comprendre en fait si on arrive à reproduire la pathologie humaine chez la souris pour d'une part caractériser tous les défauts amenés par les mutations. Et voilà, donc je m'arrête là. Je remercie encore toute l'équipe et tous les collaborateurs pour tout ce travail. Vous, en tant que patient, et on est là pour échanger et pour répondre à vos questions si vous avez des questions.